Après toutes ces années, c'est maintenant l'heure de vérité concernant le film Napoléon de Ridley Scott. Donc accrochez vos ceintures car il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film historique américano-britannique du nom de Napoléon, réalisé par le grand Ridley Scott. Enfin, le grand, je dirais plutôt Monsieur Danty car on ne sait jamais si son film va être réussi ou raté. C'est Ridley Scott quoi, ça on ne sait jamais. Et c'est également écrit par David Scarpa qui n'est pas si expérimenté que ça par rapport à Ridley Scott en tout cas. Nous le saurons bien assez tôt si ces derniers étaient bien qualifiés pour un biopic sur Napoléon. Me concernant, j'ai vraiment tenu à m'instruire sur Napoléon avant que le film sorte. Ça fait des années que je voulais m'intéresser à ce personnage. Je me suis beaucoup renseigné et apparemment la base de tout quand on veut connaître correctement Napoléon, c'est de lire les livres d'André Castello. Donc celui-là, Bonaparte, et celui-là, Napoléon. Donc j'ai fini Bonaparte. Voilà, ça a été plutôt rapide, hein, enfin, en tout cas quand on s'y met sérieusement. Et Napoléon, et bien comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore complètement fini puisqu'il me reste encore une bonne centaine de pages. Malheureusement, vers la fin, je n'en pouvais plus, je vomissais du Napoléon, ça me sortait par les yeux. On dit que c'est bien pour avoir les bases, c'est bien plus que les bases. Il y a tout dans ces livres, vous avez absolument toute la vie de Napoléon. C'est limite si on ne décrit pas l'heure à laquelle il se grattait les coucougnettes, donc c'est très intéressant à lire. Par contre, c'est très long et au bout d'un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus parce qu'au bout d'un moment, on a tellement de détails que forcément, on ne s'intéresse pas à tout. Pour moi, les moments les plus intéressants, c'était forcément les batailles. Mais genre, on décrit vraiment chaque détail de tout l'avancement d'un complot par exemple, et ce n'est pas toujours intéressant. Sans compter la quantité astronomique de personnages, si on n'est pas calé sur cette période, eh bien on est foutu. Ce qui m'a forcé à me renseigner à côté, regarder d'autres documentaires pour voir si j'ai bien compris, et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que les documentaires étaient incomplets. Et juste par plaisir, j'ai revu pour la troisième fois la série de 2002 avec Christian Clavier, qui est vraiment très bonne, même si, bon voilà, là j'ai commencé à me rendre compte à quel point c'était bourré de défauts. Tantôt sur la qualité pure avec le montage coupé au couteau pour matcher à l'aspect feuilleton de France 2, tantôt avec certains grands moments de l'histoire qui ont été bâclés pour des raisons budgétaires. Cependant, j'ai quand même beaucoup d'affection pour cette série. Je sais qu'avec la vision de notre époque, Napoléon est devenu un personnage très controversé, et ce à quoi j'ajoute que pour moi, Napoléon n'est pas et n'a jamais été un modèle. En revanche, Napoléon est une leçon et une histoire épique. Disons que Napoléon est un modèle sur les grandes choses qu'il a faites, et autant dire qu'il n'a pas chômé. Il faut donc s'inspirer des grandes choses de Napoléon, et elles sont nombreuses, tout en écartant l'humain qu'il y avait derrière. Là, je vous dis clairement ce que j'ai lu dans les livres, il n'avait vraiment pas le bon phrasé par rapport aux femmes, souvent impoli. Il avait une autorité absurde et a pourri la vie de nombreuses personnes de sa famille. Bref, pour moi, Napoléon n'a jamais été un modèle. Par contre, il faut s'inspirer des grandes choses qu'il a faites. Et par rapport à la version de Ridley Scott sortie en 2023 qui a beaucoup fait parler parce que c'est produit par un anglo-saxon, mais ça part mal, une bataille a eu lieu pour ne pas laisser ce film sortir uniquement en streaming. Finalement, il sortira au cinéma dans certains pays avant d'arriver sur Apple TV+, un peu plus tard. Pour ma part, je ne vous cache pas que je n'ai jamais été fan des trailers très épiques avec une espèce de musique anachronique. Là, on dirait vraiment une espèce de revanche après le beat qui a été le dernier duel. Donc, dans ces trailers, on va vraiment bourrer l'épicness pour être bien sûr d'attirer l'attention du spectateur, afin de lui faire comprendre qu'il ne s'agit pas que d'un drame. Et plus le temps est passé, plus ce film a commencé à me faire flipper. De plus en plus de gens calés dans l'histoire disaient que les bandes annonces ainsi que les extraits montraient trop d'erreurs historiques. Même si, attention, pour ma part, je ne m'arrêterai pas aux détails. À partir du moment où ce changement apporte vraiment quelque chose à la structure narrative du film. Et n'oublions pas aussi que ce n'est pas parce que j'ai lu les livres d'André Castello que je suis un expert. Loin de là. Je suis passé à côté de plein de détails, donc vraiment, je ne suis pas un expert. Bref, énormément de choses à dire, et en parlant de Napoléon, j'aimerais vous montrer quelque chose. Ceci n'est pas juste l'histoire de France, c'est également mon partenaire du jour. Ça fait un moment que je recherche un partenaire en lien avec ma vidéo et aujourd'hui, c'est Histographe qui a gentiment accepté de sponsoriser cette vidéo. Vous le savez déjà, mais la France regorge d'histoires passionnantes. Histographe propose des frises décoratives qui explorent de façon éducative l'histoire de France. Et c'est également accompagné de magnifiques dessins illustratifs des différents événements retraçant notre histoire. Que ce soit la Gaule romaine, Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Napoléon et bien d'autres, la frise nous fait voyager dans toutes les périodes.
Elle conviendra d'une part aux passionnés de l'histoire de France et d'une autre à vos enfants qui veulent comprendre très facilement la chronologie de notre pays. En plus de nous instruire, cette frise peut servir de décoration d'intérieur dans votre salon, chambre, cuisine, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo ou encore en commentaire épinglé et en utilisant le code promo PLOTTIME en majuscule, vous obtiendrez une réduction de 10% dans une version avec ou sans cadre. Alors ne manquez pas de vous offrir une jolie décoration éducative pour les fêtes de fin d'année. Quoi qu'il en soit, Napoléon de 2023 a été accueilli de façon plutôt mitigée aux États-Unis et encore moins bien en France. On ne s'y attendait pas. Oui, à partir du moment où le film a été produit par les adversaires de Napoléon, ça ne pouvait que déplaire. On va déjà mal partir. Mais maintenant, jugeons le film pour ce qu'il est réellement. Ridley Scott. Mon Ridley Scott. Ridley Scott de la biscotte. Dans ce film, nous avons un Napoléon qui monte les échelons un par un, mais sa rencontre avec Joséphine va bouleverser sa vie. Et c'est tout. Je vous jure que je n'ai pas d'autre moyen de pitcher ce film. C'est clairement ce qu'il cherche à raconter dans son intégralité. Alors avant de démarrer le film, nous avons une présentation par le musée de l'armée, c'était sympa. Voilà, mais au bout d'un moment, il commençait un petit peu à tailler bougras trop longtemps, mon sang bouillonnait, je crevais d'envie de voir le film. Pas clairement, les présentateurs du musée de l'armée n'avaient pas de texte. Voilà quoi, ça a duré une éternité. Et là, paf, le film démarre et voilà ce que je pense de Napoléon. Napoléon de 2023 est un film que j'adore détester et que je déteste adorer. Bah forcément, les qualités sont aussi démesurées que les défauts. C'est un film unique. Des films comme ça, il n'y en aura pas deux. C'est une leçon de cinéma dans le bon et le mauvais sens du terme. On va apprendre plein de choses avec ça. Beaucoup de gens apprendront à tirer les qualités de ce film, mais également les défauts. Tout d'abord, lors de la première partie, je me suis dit, ah d'accord, donc c'est un film comique. Ok. Ce film est comique, je n'étais pas prévenu. Dans ce long métrage, ce qui a fait la légende du personnage est très souvent tourné au ridicule, telle une énorme pièce de théâtre burlesque. Et au passage, le panneau qui s'affiche à la fin du film nous montre bien les intentions de Ridley Scott, avec le bilan des morts, et non des victoires. Mais mon Ridley Scott, enfin, pourquoi ces gens sont morts? À ton avis, pourquoi ils sont morts? Le fameux panneau ouin ouin. Mais ils sont morts pour leur patrie. Et là, on nous fait croire qu'ils sont morts pour l'égoïsme de l'empereur. Et je vais être honnête, mais ce film très souvent minimise les victoires de Napoléon et bafoue, en quelque sorte, la mémoire de nos soldats morts au combat. Ça m'a quelque peu hérissé les poils, mais heureusement, il n'y a pas que ça. Bon, on va commencer par le commencement, Joaquin Phoenix en Napoléon. Avant que le film sorte, beaucoup de gens disaient « Ah bah il est trop vieux, ah bah ça le fait pas avec son bec de lièvre, c'est anachronique. » Mais si seulement, il n'y avait que ça, si seulement. Ridley Scott nous donne une représentation très cynique du personnage, pour ne pas dire réductrice et caricaturale. J'ai lu certaines critiques des gens qui disent niais. C'est vraiment le mot utilisé, il est niais. Alors heureusement, il évolue quand même sur la deuxième moitié, donc c'est une bonne chose, mais ça sort presque de nulle part puisqu'il se comporte comme un bébé depuis le début. Il n'y a pas grand chose qui justifie vraiment cette évolution. Certes, comme je vous l'expliquais au début de ma vidéo, Napoléon n'était pas un modèle. Il était froid, antipathique, cruel envers ses adversaires, mais à aucun moment il avait la carrure d'un lâche couvert de ridicule. C'est-à-dire un Joaquin Phoenix littéralement resté bloqué dans son rôle de Joker. Napoléon dans ce film est un clown, clairement. Il est un petit peu foufou, il est rigolo. Et pourtant, Ridley Scott nous avait parlé de son choix de Joaquin Phoenix depuis le film Gladiator. Je vous garantis que Commode, si je me souviens bien, Commode dans le film Gladiator avait de vrais airs de Napoléon. En tout cas, bien plus que dans son film de 2023. Autre chose qui m'a surpris, c'est que la bande-annonce est mensongère. On nous vend un Napoléon très charismatique et sûr de lui, calculateur. General, we are discovered. Good. La beauté du montage. Ce n'est pas du tout ce qu'on ressent dans le film, il a l'air sûr de rien. On nous donne presque l'impression que ses victoires sont accidentelles, que son avancement est hasardeux, qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait et que ça marche par coïncidence, et que les autres prennent les décisions à sa place. En fait, ce qui m'a surpris mais pas trop venant de Ridley Scott, c'est qu'on minimise ses victoires. Par exemple, en ne les montrant pas, juste en les évoquant verbalement. Évidemment, c'est une question de budget, mais parfois, sans budget, on peut retranscrire une image héroïque et épique pour présenter des victoires, sans forcément claquer la thune, juste avec la magie du montage. Ce film va plutôt se charger de mettre en avant uniquement la partie cringe de Napoléon, qui a existé, et de rendre la menace anglaise très passive. Vraiment, je n'ai pas ressenti
cette fameuse menace qui pèse. En gros, et ça c'est vraiment personnel, mais je trouve ce film pas très sérieux. Si ce n'est sur un point, la relation entre Napoléon et Joséphine, qui est le truc le plus important du long métrage. Je sais que beaucoup vont déplorer cette relation, mais pourtant, je peux vous garantir, de ce que j'ai lu en tout cas, c'était ça. La relation Napoléon et Joséphine, c'était ça. C'est-à-dire une Joséphine qui n'aimait pas Napoléon. Vraiment, elle ne l'aimait pas, voilà, elle l'a épousé par principe. Tandis qu'en face, nous avons un Bonaparte qui était fou, amoureux d'elle, qui écrivait tout le temps. Une relation extrêmement toxique dans laquelle deux êtres vont finir, se complaire ainsi. Un amour va malgré tout naître dans cette toxicité bizarre. Et pour le coup, ça en devient presque touchant dans ce film. Mais ça nous emmène au problème suivant. Encore un. Puisque le tout est raconté à travers la relation entre Napoléon et Joséphine. Et ça ne marche pas en fait. La perversité de la chose est que le long métrage nous fait croire que Napoléon n'agit jamais pour la France, mais que pour Joséphine. Autre problème aussi concernant le personnage de Joséphine, c'est qu'elle est quand même vachement passive. Et ce n'est pas un hasard puisqu'elle est empêtrée dans cette image rébarbative de Ridley Scott, pourtant déjà exploitée et très bien exploitée dans le dernier duel. Vous savez, le fameux ouin ouin, je suis une femme et cette époque est tellement horrible pour moi. J'aimerais tellement vivre dans un capitalisme où les femmes sont obligées de faire un travail qu'elles n'aiment pas. Certes, on a compris le propos, mais Joséphine avait quand même un rôle politique important. Chose qui avait d'ailleurs été bien plus intelligemment exploitée dans la série de 2002. On nous a vendu ce film comme une fresque historique, avec un espèce d'enchaînement de tableaux. Et la promesse a été tenue. Et pour ma part, ce n'est pas les morceaux manquants qui me gênent, loin de là. Évidemment, il fallait tout compiler dans un film, ce n'est pas le problème principal. Et c'est pour ça, je pense très sincèrement qu'une version longue ne pourra pas spécialement arranger le film, quoique, voilà, attendons de voir. Puisque là, de ce que j'ai vu, la source du problème vient du cœur de la narration. Puisque si le film a choisi comme point de départ une histoire à 100% centrée sur la relation entre Napoléon et Joséphine, alors que cette relation ne représentait qu'une petite partie de la vie de Napoléon, mais déçu de ce choix scénaristique, Joaquin Phoenix a demandé à voir ces scènes de bataille. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une espèce de monstre de Frankenstein. On a deux films en un. Et ironiquement, selon moi, le plus réussi, ce sont les batailles. Alors, pas pour les historiens. Apparemment, ce n'était pas du tout comme ça stratégiquement parlant. Là, on sent l'inspiration des batailles à l'américaine, l'inspiration des grosses séries du type Game of Thrones. Mais en tout cas, ça fait son effet. C'est épique, c'est incroyable à regarder. Pour compléter mon propos, je vais devoir spoiler, mais ne vous en faites pas. Comme toujours, je mets le petit patch au coin de l'écran, car je vais vous parler des libertés qui ont été prises. Certaines sont très bien, parce que voilà, ça, comme je vous le disais, ça sert le propos de l'histoire, ça sert la mise en scène. Je pense par exemple à la scène de Robespierre qui tente de se suicider. Voilà, c'est un ajout sympatoche qui rend la mise en scène stylée. Voilà, c'est ça c'est cool. Au passage, t'as Raïm en Barras m'a vraiment bluffé. Il n'est absolument pas dans le surjeu et ça marche vraiment bien. Bref, ce genre de liberté, c'est normal. On a besoin de faire ça pour apporter une touche, une pointe de différence par rapport aux autres films sur Napoléon qui ont déjà été faits. Mais à côté, on a également des libertés qui m'ont fait grincer des dents. Le premier moment où ça m'a fait ça, c'est lorsque Napoléon quitte l'Égypte. Il quitte l'Égypte pour Joséphine, par jalousie, et rebelote à la fin, il quitte l'île d'Elbe pour retrouver Joséphine par jalousie. Ce qui est bien sûr un mensonge historique. Napoléon quitte son poste uniquement pour servir la France, par stratégie militaire. De plus, ça n'avait aucun sens qu'il quitte l'Égypte pour retrouver Joséphine, puisqu'il avait l'intention de divorcer. Alors oui, évidemment, ça a été un moteur supplémentaire, mais là, ce film nous fait croire que Napoléon s'en foutait de la France. Ce qui l'énervait profondément, c'est savoir qu'on avait bafoué son travail, son labeur. Ça l'énervait de voir que tous ces soldats étaient morts au combat pour rien. À aucun moment, ils se permettaient de prendre des risques, de se déplacer pour un caprice. Alors évidemment, cette erreur, ce changement historique apporte quelque chose au film, ça apporte un propos. Le problème, c'est que je n'aime pas ce propos. C'est sans parler aussi de la diversité ethnique présente dans ce film, où presque chaque plan montre des figurants en faisant bien attention à mettre en avant des gens d'origine africaine, ce qui était évidemment impossible dans ce contexte historique. Et est-ce que ce changement apporte quelque chose à la narration ? Bien sûr que non. Ce changement ne sert qu'à remplir un critère pour obtenir des financements. Voilà, ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. On peut parler aussi des derniers mots de Napoléon, qui fut tête et armée, sauf que dans ce film, il rajoute Joséphine. Ça ne m'aurait absolument pas dérangé si ça avait été ajouté dans le film. Sauf que là non, c'est inscrit sur le panneau de fin.
donc c'est un mensonge. Pour moi, un panneau de fin ne devrait pas mentir. Et pour le coup, j'ai envie de remettre la faute sur Joaquin Phoenix qui apparemment a refusé de montrer sa mort dans ce film. Eh bien bravo, puisqu'on en arrive à ce problème-là, ce problème de trahison, avec un plan super moche, parce que oui, je trouve le plan final très moche, où Napoléon tombe comme un espèce de pic. Autre problème aussi, présente dans cette partie spoilers, c'est son retour en France. Donc voilà, son retour en France où il fait face au 5e régiment. C'est un moment extrêmement culte de l'histoire de Napoléon, c'est ce qui a fait la légende, ce qui est très bien représenté dans plein de fictions. Et là en fait c'est représenté à peu près de la même manière. Le problème c'est que ça ne marche pas. Bah oui, forcément, parce que dans ce film, il revient en France pour Joséphine. Et on nous a tissé un portrait de Napoléon qui n'en a que faire de la France. Ce qui fait que l'émotion dans cette scène ne marche plus du tout. On n'a aucun attachement avec les soldats, la patrie, que ce soit Murat, Caulaincourt ou bien d'autres, tous sont dans l'ombre de Napoléon. Voilà, il n'y a aucune connexion, ce qui fait que la scène de retour en France ne marche pas une seconde. Bien, rassurez-vous, on arrive enfin au point fort du film parce que oui, il y en a. Il y a beaucoup de points forts dans ce Ridley Scott très différent des autres dans sa structure. Déjà, le film est gore. Voilà, bon, je sais que c'est pas une qualité en soi, mais je trouve que la violence présentée dans ce film apporte quelque chose de très puissant. On sent vraiment l'horreur de la guerre. Monsieur Scott, pour le coup, n'a pas perdu la main concernant la réalisation. C'est extrêmement élégant à regarder. J'ai eu l'impression de voir un enchaînement de tableaux, parce que c'est le cas. Le film s'est beaucoup inspiré de tableaux déjà existants. Et le tout est présenté sous une belle image, très soignée, avec de belles lumières. C'est du grand spectacle. Voilà. Les batailles sont effrayantes, l'immersion est au rendez-vous. On en a pour notre argent. Alors certes, avec du recul, on se rend compte que finalement, il n'y a pas beaucoup d'action. Il y a beaucoup de temps mort. Bon, moi, ça n'a pas dérangé puisque je connaissais déjà l'histoire. Mais j'imagine que les gens qui ne connaissent vraiment pas Napoléon risquent parfois de s'ennuyer. Mais reconnaissons-le, la reconstitution historique est impressionnante. La bataille du Toulon qui sert d'entrée marche hyper bien. On sent que Napoléon est effrayé, que voilà, il n'est pas habitué à ça. L'Égypte, c'est trop court, mais c'est magnifique. Les plans sont magnifiques, c'est beau à en crever. Austerlitz aussi, c'est impactant. Moscou, c'est magnifique. Le plan de Napoléon arrive à Moscou sur son cheval. Et c'est impressionnant, c'est ultra impressionnant. Et nous avons la bataille de Waterloo, alors qui apparemment n'est pas non plus fidèle stratégiquement. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit relâchement vers la fin, mais nous allons pas bouder notre plaisir, c'était quand même bien travaillé. Seul truc qui ne m'a pas convaincu sur la forme, ce sont les musiques. On nous met des musiques françaises pour le cliché. Bon, ok, pourquoi pas. Napoléon de 2003 est donc un film, comme je vous le disais, que j'adore, détester et que je déteste adorer. Alors évidemment, je préfère de très loin la série de 2002 avec Clavier, et j'en étais sûr en voyant la série, je me suis dit bah voilà, c'est une série, on a plus le temps de développer les choses, mais en dehors de ça, elle respirait la France et le respect. Napoléon restait un héros froid et impoli, certes, mais avec un amour profond pour sa patrie et ses soldats, bien que, attention, je dis pas que Christian Clavier était parfait, loin de là. Selon moi, il était trop carré, trop propre sur lui, alors que Joaquin Phoenix apporte une certaine fougue qui marche bien, mais il en fait trop. Moi, j'attendais vraiment une espèce de juste milieu entre les deux. Mais de plus, la série de 2002 était centrée sur le message profond qu'avait à nous apporter Napoléon. Le fait de trop s'élever attire une addiction de pouvoir, ce qui nous entraîne à toujours vouloir plus pour tout perdre à la fin. Le film de 2023 ne parle jamais de ça, il ne parle jamais du Napoléon calculateur et tacticien, qui prenait un malin plaisir à savoir qu'il allait gagner, qui avait une confiance en soi, mais absurde. J'ai vu un autre personnage dans ce film, alors qu'il s'est vendu pourtant comme tel, rien que sur le slogan de l'affiche. Il est parti de rien, il a tout conquis. Cette phrase ne représente absolument pas ce film. Vraiment. En tout cas, apparemment Spielberg va lui aussi s'y coller, et ce, en série et en reprenant les travaux de Kubrick. Et j'ai clairement plus confiance en ce projet, déjà parce qu'il s'agit d'une série, et d'une autre parce qu'il s'agit de Spielberg. Spielberg fait beaucoup moins d'erreurs que Ridley Scott. Évidemment, ça sera encore américain, mais que voulez-vous, les Français ne veulent plus produire ce genre de fiction. Voilà, à la place, vous aurez le droit à Monsieur le Maire. Et bien écoutez, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la regarder. N'hésitez pas à me faire part, comme toujours, de votre avis dans les commentaires, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.